chez moi, ça doit être très, très thérapeutique, puisqu'en fait la caméra me canalise beaucoup d'énergie et pour moi c'est un outil de recherche qui dépasse vraiment celui de c'est à la fois un outil de recherche où le monde est là et qu'il faut arriver à saisir sous un angle et en étant toujours très alerte et il y a quelque chose qui se passe toujours dans ces moments-là. C'est pour ça d'ailleurs que je suis si attachée à la non-fiction. Je pense que je ne serais pas capable d'écrire une fiction, je ne serais pas capable de faire de la fiction. Et la réalité, j'y suis très attachée. James Agee disait quelque chose de très beau sur la complexité de documenter. Il disait c'est de capturer simplement la cruelle radiance de ce qui est. Mais en fait, c'est plus que ça. C'est non seulement de capturer ça, cette cruelle radiance de ce qui est, mais aussi de la transfigurer, et c'est aussi de la rendre non familière. C'est-à-dire, c'est le contraire quasiment, puisque moi je suis aussi anthropologue. Les anthropologues, ils ont fait ils ont toujours essayé de rendre familier ce qui était non familier. Et aussi, je trouve que de rendre étrange ce qui est très familier, voilà, fait partie. C'est peut-être pour ça que je filme. Alors, ce qui est étonnant, enfin, ce qui est étonnant, c'est pas du tout étonnant d'ailleurs quand on m'entend ou quand on regarde ce que je fais, c'est que je suis pas du tout cinéphile. Je pense et que du coup, j'ai aussi passé une enfance complètement privée d'images. J'ai grandi en Afrique et j'ai jamais eu de télé. Et j'en ai toujours pas. J'ai jamais eu de ma vie de télé. Et j'ai eu accès parfois à des cinémathèques ou à des cinémas où je me suis nourrie comme ça de plein de choses. Et j'ai eu des chocs, enfin des vraies révélations, enfin révolutions cognitives. Péléchian, ça a été une révolution pour moi. Montero, ça a été une révolution. Enfin, j'ai toutes mes petites révolutions comme ça, mais j'ai pas de. Bon, il y a Rouge. Je peux pas dire que Rouge m'impressionne pas. Parce que Jean Rouge, pour moi, il y a presque personne, et en tout cas dans le cinéma du genre cinéma ethnographique, il y a personne qui est arrivé à faire ce qu'il avait fait. Et il a dépathologisé la relation entre le spectateur et le film, il a joué avec les conventions, il a montré du doigt tous les trucages qui font la vérité du cinéma, il a joué avec tout ça en faisant des œuvres complètement folles et belles, et complètement là en cherchant, en faisant des recherches ethnographiques. C'est Robert Garner, je suis aussi très admirative, mais c'est des listes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, je me souviens du premier jour de tournage, parce qu'en fait, le tournage a commencé à terre. Et, euh, et en fait, on voulait faire un film donc sur l'industrie de la pêche, mais sans partir en mer. Enfin, on s'était pas dit qu'on partirait en mer forcément. Et donc on a filmé dans tout un tas d'industries et une usine où il coupait, j'ai le mot en anglais, il découpait en tout petits morceaux des pneus de voiture. Et j'ai passé. Donc, je suis rentrée dans cet espace où chaque travailleur a une machine et qui fait des trous comme ça pendant 10 heures
avec un pneu. Et il tourne le pneu et comme ça. Et j'ai filmé pendant, je pense, 40 minutes un type avec un visage absolument incroyable, quasiment plus de dents, avec des tatouages, comme ça. Et j'étais complètement fascinée par ce mouvement répétitif. Et je me suis même dit que en fait, je voulais faire un film juste sur lui. Voilà. Donc je me souviens très bien de ce moment-là, mais je me souviens encore mieux du premier jour de tournage en mer. C'est-à-dire que donc on a choisi ce chalutier qui s'appelle l'Athéna. Et moi, j'étais là, donc j'étais la seule femme, bien évidemment. Et je me suis souvenue de quelque chose de très effrayant, en fait. C'est-à-dire le bateau est parti et on passe le long d'un canal, en fait, pendant très très longtemps, qui coupe, en fait, le bras de Cape Cod dans le Massachusetts. Et donc, il y a une espèce de canal qui serait l'équivalent du canal de Suez, en fait, pour faire un raccourci pour rentrer dans l'Atlantique. Et ça tanguait. Et donc, on a filmé pendant 1 heure, comme ça, le ciel, et puis l'eau avec ces maisons qui passaient. Et puis, tout d'un coup, le bateau s'est enfoncé dans la mer. Et il a commencé à faire nuit. Et la tempête s'est levée. Et c'était ma première nuit sur le bateau. Et ils ont descendu je sais plus comment ça s'appelle en français, mais ça s'appelle les outriggers en anglais. Ils ont descendu ça pour stabiliser le bateau. Et je me souviens, j'ai regardé le capitaine et je lui ai dit, je crois qu'il va y avoir une tempête. Il m'a dit oui, il va y avoir une tempête. Et je lui ai dit, je me sens très petite. Et il m'a dit oui. On est les invités de la mer. Alors il faut la respecter. Et puis, un quart d'heure après, il balançait la première poubelle par-dessus bord. Je me souviens de ça. En fait, ça a été plutôt des questions sur la place des hommes. C'est-à-dire quelle place on donne aux hommes. Est-ce qu'on commence dans un domaine familier des humains, et est-ce que petit à petit on s'extrait de cet univers-là pour retourner à quelque chose de plus abstrait, à la nature, ou est-ce qu'on s'approche doucement des hommes, et quand on s'en approche, à quel moment on leur donne la parole, à quel moment, comment, quel est leur poids ontologique dans le film, quelle est la parité ontologique entre les êtres, et et donc, et c'est comme ça en fait qu'on est sorti en fait les 20 premières minutes du film sont très abstraites. On est arraché. Enfin, il y a quelque chose qui sort de l'eau et on est perdu. On est en fait on est perdu et pas du tout. C'est-à-dire, on est accroché à un corps et donc on est parti de là et petit à petit, en fait, voilà, on navigue, on serpente quasiment. Ce qui nous a frappé, c'est que le son qui vient de ces petites caméras étanches, donc c'est des toutes petites caméras comme ça, avec un son, c'est des GoPro, avec un son mono, très compromis, en plus encaissé dans du plastique, donc avec un son complètement, c'est quasi inaudible, mais très beau au fond, puisque on a remarqué que à côté de ce son très mécanique, parfois électrique, c'est aussi un son très organique. Et au lieu de le mettre de côté et de se dire ça, tout ça est inaudible, en fait, on l'a préservé. Et c'est vraiment ce qui nous a intéressés. Et on a gardé. Donc en fait, je vous dirais que 80% du son, si c'est pas plus, est du son direct qu'on a gardé, qu'on a vraiment même parfois poussé. Et puis il y a aussi 50 heures qu'on a fait ce que nous on appelle en anglais du son sauvage. Je sais pas, c'est voilà, du son d'ambiance, je crois qu'on dit. Et donc parfois quand le son, après voilà, le travail donc on a travaillé avec un artiste sonore très minimaliste,
C'est notre John Cage de Harvard, Ernst Carrel, phonographe, ethnomusicologue, compositeur, incroyable. Et lui, on lui donne une bande de son assez brute. Et on lui dit, voilà, nous, on voudrait garder cet aspect très rugueux, en fait, de ces sons GoPro. On veut surtout pas les atténuer. On veut au contraire augmenter tous ces moments très organiques où on a l'impression que c'est quelque chose qui respire, ou c'est un frottement, ou c'est des chocs, où la caméra se noie, où elle se met à respirer. Parce qu'en fait, je pense que la pression, en fait, entre le caisson en plastique et la caméra a créé des sons aussi. Et on lui a dit, tout ça, on voudrait vraiment le préserver. Et il a modulé, il a remodulé la bande de son qui est devenue une belle chose. Et ce qui est très nouveau dans notre travail, on a toujours travaillé avec Ernst, mais qui a un rapport à la réalité voilà, il est très authentique. C'est-à-dire que si quelque chose se passe à 10 mètres, il refusera d'amplifier le son, ou il refusera Donc en fait, cette fois-ci, on a voulu lutter contre lui. On s'est dit, bah, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas avec quelqu'un qui va faire de ce son quelque chose de très... qui va le porter au cinéma. Voilà. Et donc, on a notre John Cage à nous. Et puis, on a rencontré Jacob Bribikoff à New York, qui venait de finir, je ne mens pas, Gang of New York. Donc, c'est le genre de type qui est à la fin du film, quand ça tremble, t'as le siège qui fait ça, et voilà. Et on a dialogué tous les quatre. Et moi, j'ai l'impression qu'on a créé quasiment un opéra métal, voilà, une symphonie de la mer, du métal. Moi, j'adore tout, en fait. Filmer, c'est quelque chose ouais, j'adore ça. Monter, j'adore ça aussi. C'est pour ça que d'ailleurs, tout le monde essaye de nous convaincre qu'un jour, il faudrait vraiment qu'on travaille avec un monteur. Parce que pour l'instant, je refuse complètement. Et les moments que vous redoutez le plus? Je redoute rien. Enfin, pas là, pas dans le film. Non, je redoute pas. Je redoute... Si. Ce qui est dur pour moi, c'est ce moment où le film est fini et en fait devient quelque chose... je dis pas que c'est pas agréable de le partager. Moi, je suis ravie de le partager et je suis ravie de discuter des émotions. Mais il y a un moment où le film devient cette chose peut-être commerciale, même si on fait pas des films vraiment commerciaux, mais ça devient une chose commerciale et il y a un vrai moment de deuil en fait à faire. Et puis en parler parfois. En fait, on dirait pas comme ça, mais parfois en parlant du film, j'ai l'impression de l'amoindrir parce que c'est encore un film qui me dépasse complètement, que je questionne. Je me demande toujours qu'est-ce qu'on a vraiment fait, qu'est-ce que c'est que ce film. J'arrive encore à chercher, à lire des choses sur l'Atlantique, sur les profondeurs, sur les mythes. Et j'ai l'impression de faire de l'excavation comme ça, de sens, tout le temps. Et donc j'ai l'impression que lui est une réserve quasi inépuisable de sens et d'émotions et d'interprétation, alors que moi, j'ai un vocabulaire assez limité, je suis post-lettrée, et que du coup, je souffre plus de ça. Je redoute plus ça. De l'abîmer, en fait. Enfin, et en même temps, voilà, c'est qu'un film. Faut pas non plus exagérer.